Tu as fait quoi sur le programme? Donc nous allons nous présenter rapidement, essayant de ne pas prendre le temps, de nous faire censurer par l'internet. Bonjour, je me présente rapidement Agnès Finallo, présidente de Rotary Club de Pointe-à-Pitre. Bonjour, je suis Barbara Giorza, psychiatre et médecin coordonnateur de vigilance du 31-14. Bonjour, Doris Delac, représentation actuaire de santé sur l'école de psychiatrie enfants-adolescents. Bonjour, Dr Carole Devaux, je suis pédopsychiatre et je suis responsable de l'intersecteur de pédopsychiatrie de la Grande Terre avec Marie-Galante et la DSA. Bonjour, Patrick Vacon, je suis docteur en psychologie clinique, formateur national de prévention suicide et coordonnateur de la cellule d'urgence et psychologique. C'est ma santé. Donc ce matin, nous avons beaucoup de plaisir à partager avec vous, plaisir double, plaisir de parler d'une problématique qui concerne le suicide et plaisir aussi de faire partie de cette grande famille de soignants en soins psychiques qui s'occupent de bien-être d'une personne comme aujourd'hui. Merci beaucoup et félicitations aussi à l'EPSL et à Madame la directrice. Donc c'est une de félicitations aussi pour moi, puisque je fais partie de l'EPSL. Alors, alors, notre commande avec Barbara, c'est de vous parler de dispositifs innovants, c'est-à-dire de 31-14 et de vigilance. Mais je voudrais, dans le premier temps, faire un petit coucou à la crise suicidaire. Pour définir la crise suicidaire comme une période de désorganisation psychologique intense que rencontrent les personnes et qui ont des difficultés à faire face à cette problématique et qui va commencer à avoir des solutions qui vont envisager des solutions inadaptées. Alors, les manifestations que nous rencontrons dans ce premier temps, ce sont des passives, c'est les gens qui disent si j'avais un cancer, ce serait bien, donc c'est des propos qu'on peut entendre un petit peu chez les soignants qui viennent nous rencontrer, avec une évolution vers des idées actives, c'est-à-dire que comme le dit surveiller, chaque matin on se réveille et on parle de suicide comme si c'était le dernier jour, et dans un troisième niveau qui serait l'élaboration du scénario avec 3 éléments centraux, où, quand et comment. Et finalement, avec un passage à là qui n'est pas à tout moment un geste suicidaire, mais qui peut être aussi simplement une fugue, une crise de larmes, qui vont se manifester suite à ces éléments-là. Alors, au centre de ça, c'est quoi? Au centre de ça, je pense que c'est la vulnérabilité qui est un petit peu centrale de cette problématique qui se caractérise par des facteurs héréditaires, développementaux et qui va moduler un peu l'ensemble des comportements humains. Alors, chacun de nous, on a des dispositions génétiques, biologiques ou psychologiques qui peuvent favoriser cette vulnérabilité en santé mentale qu'on appelle la diathèse. Alors, bien entendu, la diathèse va se construire à partir du moment que dans les expériences de la vie que nous allons rencontrer tout au long de notre vie, on pourra avoir des expériences douloureuses, difficiles, qui vont créer une fragilité de personnalité. Et de l'autre côté, on pourra avoir des expériences sécurisantes de bienveillance et de sympathie qui va faire que justement on sera une personne plus ou moins stable. Alors, quels peuvent être les facteurs de risque? On en a plusieurs. Donc, on aura ce qu'on appelle les facteurs dissociaux. Alors, les facteurs dissociaux sont des facteurs qui sont loin, très loin de l'événement et qui sont liés un petit peu avec avant la naissance et beaucoup un petit peu de l'enfance. Et ça, ce sont des facteurs individuels qui sont considérés
qui vont être les troubles de santé mentale en adolescence adulte. Ça peut être aussi des facteurs en lien avec la famille, donc pathologie familiale. On entend souvent nous poser la question pourquoi dans une même famille il y a beaucoup de suicides. Et c'est un lien un petit peu aussi avec les événements de vie. Alors, à côté de ça, on a des facteurs proximaux, donc des facteurs qui sont proches à l'événement, des événements de vie, des facteurs de protection, donc qui va aussi considérer être des facteurs aussi en lien sur le plan individuel, donc des groupes que nous pouvons également, et aussi des facteurs familiaux. Et à côté de tout ça, on a aussi des facteurs qui se développent dans toutes les études actuellement, qui sont des facteurs développementaux. Donc ça va être un petit peu l'ambiance, le contexte, et on a très bien vu, lors de la COVID-19, on avait une augmentation de la vulnérabilité des adolescents et des enfants. Et ces éléments-là vont vous permettre d'évaluer le type de crise, la dangerosité, l'urgence face à la situation. Après l'évaluation, que faire? Quelle prise en charge? La position. Alors, 4 actions sont mises dans le ministère va développer 4 actions, des actions pilotées par l'ARS ici, mais qui sont organisées par le PSN Global. Nous allons nous centrer sur 2 actions qui sont des actions vigilance et 2014. Vigilance. Alors, vigilance, c'est un dispositif qui existe chez nous depuis 2022 et qui est vraiment un dispositif de veille qui a pour rôle de réduire le risque d'orientation suicidaire, c'est-à-dire la récidive, en maintenant le contact de personnes sortant de la socialisation. Alors, vigilance, c'est simplement pour les personnes qui sortent de la socialisation. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas nous appeler comme ça pour être un peu vigilance, il faut vraiment que cette personne sorte de la socialisation. Le bilan que nous avons observé depuis de 2 années montre qu'il est important que ce dispositif continue et qu'on continue aussi à aller vers les partenaires pour faire en sorte qu'on ait beaucoup de personnes. Alors, principe de la veille, 3 éléments importants, c'est de l'inquiétude. Donc, on va être inquiet, on va mettre en place des appels téléphoniques pour gérer ces problématiques-là. Une clinique du souci de l'autre, on sait bien que beaucoup d'auteurs définissent le suicide comme l'absence de l'autre. Donc on va essayer de mettre l'autre qui soit bienveillant. Et je connecte une desk qui est cette manière de faire du lien, de faire des connexions. Sans valider les suicides. Satisfaction. Comment ça marche? Satisfaction. Coordination, donc la coordination chez les grands médecins, psychiatres, et un cadre de santé. Je profite pour expliquer Mme Rousseau qui a travaillé avec nous sur cette intervention, mais qui peut être là ce matin. Avec les professionnels de santé, infirmiers et psychologues spécifiquement formés à l'émission d'évaluation, d'orientation, d'intervention de crise au sein des santé mouvements organisés, comme je disais tout à l'heure, par le personnel. Alors, 3 phases du dispositif, la phase d'inclusion, la phase de recontact, les premières personnes qui font les gestes suicidaires et les personnes qui ont fait plusieurs types de suicides. Et à 6 mois, le recontact à 6 mois. C'est la pause suivante. Je ne sais pas si vous voyez, on voit là c'est la schématisation. Donc comme je disais, 3 appels à 10 jours. Donc la personne qui est incluse lors de la schématisation par l'équipe qui va faire une fiche d'inclusion et qui va transmettre cette fiche d'inclusion à la vigilance. Et c'est très important de noter que c'est que les volontaires qui sont inclus dans la vigilance. Donc on a un appel à 10 jours avec plusieurs appels, qu'on appelle les aboutis, quoi faire, qu'on appelle les aboutis, on va remettre des cartes postales, on va insister sur les appels téléphoniques pour vraiment détenir le niveau. Un deuxième appel à 3 mois, ok, et un troisième appel à 6 mois. Donc après 6 mois, la veille se termine, après évaluation, si la personne a trouvé un certain équilibre, la personne sortira du dispositif. Et si la personne est toujours en problématique suicidaire, donc la veille sera reconduite. Alors chez les adolescents et les mineurs, on peut observer des appels entre les 3 appels, là, de manière plus rapprochée.
Ça dépendra un petit peu de l'évaluation clinique faite par l'équipe sur place. D'accord, suivant. Alors, quelques chiffres rapidement. Donc, démarrage positif en 2022, pas 2023, avec en 2023 140 inclusions, 2024 141 au mois de septembre. Les provenances des personnes de PSL, les chirurgiens statut, centre hospitalier de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Population dans le dispositif, ce sont des personnes âgées entre 26 et 82 ans, prioritairement des femmes. On sait que la population féminine est plus concernée par les délits de suicide et la population masculine plus dans les actes de suicide. Alors qu'on a un peu de tout le mineur, mais on en a quand même, hein, avec les moyens utilisés pour les personnes 26 à 22 ans. C'est des intoxications médicamenteuses volontaires, la pendaison, la défiscination, les accidents de la route. On a des cas d'inhalation et d'injection de produits toxiques. Et chez les mineurs, on a aussi pareil, il y a des injections médicamenteuses avec pendaison, scarification, injection de produits toxiques. C'est la suivante. Alors, vigilance, c'est un animal vivant, donc il faut continuer à le nourrir, il faut continuer à le développer, ça c'est fondamental, avec une autre manière de penser, et puis je pense que j'en ai fini. C'est souvent. Je vais parler du 31-14. Le 31-14, c'est bien en à vigilance. Il faut bien voir que tout ça est complémentaire. C'est un dispositif qui a été porté par le CHU de Lille et ouvert en 2021 donc, à Lille. Il a été ouvert en Guadeloupe en mars de cette année. En fait, c'est le numéro national de prévention du suicide. Donc, nos missions sont d'apporter de l'écoute aux personnes en souffrance, de réagir, de réagir et de pouvoir orienter ces personnes-là. Par exemple, on peut avoir l'appel d'une personne qui a des idées noires ou des idées suicidaires. Cette personne peut ne pas savoir qui interpeller, peut ne pas savoir où se faire suivre. Nous, on sera là pour la conseiller. Si on est aussi face à une personne qui est en crise suicidaire et qui peut même être en train de vouloir faire un suicide, ça c'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui disent je veux sauter ou je vais me suicider. Donc on est aussi en lien direct avec le SAMU. Dans ces cas-là, on intervient, on a un contact facilité avec le SAMU, on les appelle et eux ils sont en capacité de localiser la personne pour pouvoir intervenir rapidement. Donc voilà le principe du 31-14, c'est avoir un numéro qui est ouvert 24 heures sur 24, qui est gratuit et qui est confidentiel. Après, la confidentialité s'arrête là où commence l'urgence. Si une personne est vraiment très en danger, donc là, on se permettra d'utiliser son nom et son identité. C'est différent. Donc, comme j'ai dit, les missions, en fait, ça s'adresse aux personnes en souffrance, mais aussi aux proches de personnes en souffrance qui peuvent nous appeler pour demander des conseils sur comment intervenir, comment aider la personne. Également aux personnes endeuillées par suicide. On accompagne également ces personnes-là. On peut aussi accompagner des soignants qui nous appellent pour avoir des conseils sur la prévention du suicide. Et ce qui est important aussi, comme autre mission du 31-14, c'est qu'on a une mission importante de réseau. Donc on est en lien avec des partenaires sur le territoire, à savoir la mission locale, la Croix-Rouge, les universités, la police, la gendarmerie. On a aidé petit à petit à aller présenter son dispositif à tous ces partenaires pour pouvoir travailler ensemble sur le territoire sur comment prévenir au mieux le suicide, recueillir leurs besoins, donc qu'est-ce qu'ils ont besoin, et s'ils pensent qu'on peut les accompagner dans la mission de prévention du suicide qui concerne effectivement tout le monde, parce que c'est en travaillant ensemble qu'on peut intervenir le mieux possible. Pour vous donner des chiffres, donc, comme j'ai dit, le centre a ouvert en mars ici en Guadeloupe, donc on n'a pas non plus assez de recul pour pouvoir vous donner des informations assez complètes. Mais ce qu'on peut voir, c'est que là, c'est des données qui s'arrêtent au 31 août de cette année.
La majorité des appels sont des personnes en souffrance, donc comme vous voyez sur la diapositive en haut, donc c'est la majorité de nos appels. On peut voir également que la tranche d'âge touchée en majorité sont les 16-24 ans. Diapo suivant. Voilà, le point à souligner quand même est que depuis l'ouverture, effectivement pour l'instant les appels majoritaires sont les appels de France hexagonale, mais par la communication et par les efforts qu'on fait de réseau, on est de plus en plus proche de la population. On a communiqué sur le 31-14, notamment à l'occasion de la Journée internationale de prévention du suicide. On a été dans les médias parler du 31-14. Donc en fait, on essaie petit à petit de toucher la population et on espère avoir de plus en plus d'appels de la Guadeloupe. Donc vous voyez, il y a aussi des appels de Saint-Martin et des îles du Nord. Et effectivement, pour l'instant, c'est majoritairement la France et la Guadeloupe. Alors tout ça pour vous aider en fin de compte que la prise en charge des personnes suicidantes, c'est l'affaire de tous et que le suicide est évitable. Merci, Monsieur le Président. Bravo. Et bien que donc, les intervenants suivants, donc c'est une expérience, un retour d'expérience sur la participation au jeu paralympique Rêve de gosse. À vous pour maximum, le temps est parti. Sinon, on va grignoter sur le repas. Bien, donc moi je suis Agnès Nadeau, présidente du Rotary Club de Pointe-à-Pitre. Je pense que je suis donc la seule dans cette salle à être spécialiste de la santé mentale, ce qui n'est pas très confortable pour moi, j'avoue. Mais bon, je vais quand même vous faire un retour d'expérience parce que nous avons eu quelques expériences communes. Pour recontextualiser en 10 secondes, le Rotary Club, c'est une organisation internationale, apolitique, religieuse, dont notre but, sous les clubs services, c'est de servir d'abord localement, de façon régionale ou internationale. Donc nous faisons quelques actions diverses. Juste sur la photo ici, c'est pour vous montrer un petit peu ce que nous faisons concrètement sur le terrain. Là, c'est une action lors du Anti-Run. Nous sommes en train de tracter une personne en situation de handicap qui est installée sur une joëlette, ça s'appelle, c'est comme une chaise à porteur à roulette, que nous tirons dans le sable lors de la dernière étape du Bois d'Arun sur plusieurs kilomètres. Donc, plusieurs personnes sont installées sur plusieurs joëlettes et nous faisons la course avec eux. C'est une action qui nous permet d'aller vers ce public que nous ne rencontrons pas justement tous les jours, qui nous permet de travailler également au niveau de la déstigmatisation. Nous avons déjà mené plusieurs actions en partenariat avec le PSM, donc les Rotary Club de Guadeloupe, mais également avec notre déclinaison de club pour les jeunes, 12-18 ans, qu'on appelle l'Interact de Guadeloupe. Ces jeunes s'appellent les Interactiens. Donc ils sont réunis en association et ils font donc des actions. On peut remettre la slide précédente, s'il te plaît. Merci. Et donc, nous avons fait quelques actions avec la Maison départementale de l'enfance. Donc, les Interactiens, je rappelle, des jeunes, des mineurs, appellent le directeur donc, de la Maison départementale de l'enfance pour organiser pour le public de cette institution une journée de partage. Ils ont fait ça à Pâques, où ils ont organisé une journée à partager avec eux. Donc, il s'agissait d'organiser pour eux des jeux, différents jeux, de participer avec eux, de jouer avec eux. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Dans quel but? Dans le but justement de travailler sur nos jeunes, donc ordinaires, à aller vers des publics un peu extraordinaires, de ne pas avoir peur, donc de travailler sur cette idée de déstigmatisation, et non seulement de ne pas en avoir peur, mais de s'en enrichir. Je peux vous garantir qu'après avoir passé 8 heures ensemble à jouer
à s'entraider, à se regarder, à se comprendre, à rigoler, à s'épuiser, parce que c'est épuisant. C'est une expérience extrêmement enrichissante et travailler sur les jeunes, c'est très important. Ces jeunes interaciens, demain, quand ils entendront parler de CRT, de santé mentale, ils n'en auront pas peur. Parce que pendant une journée, ils auront été dedans, avec évidemment les encadrants. Nous avons également avec ces jeunes interaciens, donc, nous avons également décidé de lutter contre le harcèlement scolaire et nous avons fait en 2021 des petits films de 2 minutes, car on avait voulu à l'époque, on veut toujours d'ailleurs que ces films soient échangeables très rapidement. Vous savez que maintenant ça va très très vite chez les jeunes, hein. Les vidéos, plus de 2 minutes, on les a déjà perdues. Donc on a fait des tout petits films de 2 minutes à peu près sur des sujets qui leur tenaient à cœur. Donc les jeunes ont choisi des thèmes de petits films et on a mis donc un peu les moyens derrière pour pouvoir les réaliser. Ils ont été réalisés localement, donc par le réalisateur Dimitri Zandaris, et ils ont été tournés par les élèves du lycée Carnot, la section théâtre du lycée Carnot. Ce sont des films qui donc rentrent dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire. On a fait en partenariat avec l'Éducation nationale et ces films sont diffusés dans les lycées, donc qui veulent bien jouer le jeu. Évidemment, on fait une approche auprès des CPE, des proviseurs, également au collège. Et je vous propose de regarder un de ces petits films. Régis, si on peut regarder Régis. Voilà, donc ce petit film, Les Vampires à 6, comme vous avez vu, les scénarios ont été écrits par les enfants et ils ont été, évidemment, ils ont suivi tout le tournage de ce film. Le but était de diffuser des établissements scolaires, d'ouvrir la parole, de permettre par des petites scénettes de pouvoir après en parler. Donc concrètement, ils vont à les établissements scolaires, un peu comme des ambassadeurs, et ces films sont projetés et à l'issue de ça, il y a des discussions qui sont suivies, qui ouvrent la parole, et c'était une très très belle expérience pour eux. Il y a différents films donc sur différents sujets, c'est des sujets qu'ils ont choisis sur la violence verbale, sur le viol, sur la violence physique, sur le cyberharcèlement également.
sur des sujets d'actualité qui touchent nos jeunes. Voici encore un exemple d'aller vers où nos jeunes en fait vont vers d'autres jeunes qui ne sont pas forcément en difficulté immédiate, mais pour certains oui. Et puis surtout ça permet de parler et de dire tout de suite qu'on peut briser le silence. Est-ce que c'est possible de revenir à la slide derrière, s'il vous plaît? Voilà. Donc ça c'est la lutte contre le harcèlement. Ils ont fait également pareil la lutte contre l'obésité infantile. Donc là nous avons marché donc, avec des publics en situation d'obésité, avec l'association Lagos et avec le PSF. Donc enfin, nous travaillons donc, dans une démarche d'inclusion, de déstigmatisation, de partage. Ça fait donc plusieurs années que nous faisons l'opération Lire pour grandir. Ça a commencé avec le CRP de Basse-Terre en 2017. Il s'agit de collecter des livres et des bibliothèques et de les installer dans les différents CRP. Donc là encore, les enfants récupèrent des livres dans leur entourage et on crée donc des bibliothèques pour permettre au public des CRP de pouvoir prendre des ouvrages de leur âge. Nous avons fait cette opération à Bémao, également, donc je crois en 2023, et à Marie-Galante en 2024. Si on regarde les différentes slides, on remonte dans le temps. De quoi il s'agit, c'est très important parce que les jeunes interactions s'impliquent et donnent d'eux-mêmes pour aller donc vers un public qui n'est pas leur quotidien. Et pourquoi tout ça? Pour faire des ponts, pour déstigmatiser complètement, et puis tout simplement pour apporter un peu de fraîcheur, un peu de joie. À chaque fois que nous venons dans un CRP, nous sommes toujours accueillis à bras ouverts. C'est un très très bon moment passé avec le personnel, les soignants, et quelques beaux échanges également avec les enfants des CRP. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un petit peu à la mode, mais depuis l'année dernière, notre président de Rotary International, Gordon McKinney, a fait de la santé mentale une priorité. Donc, il nous est demandé à nous, Rotariens, de faire des actions en faveur de la santé mentale. Pour nous qui ne sommes pas professionnels, c'est un petit peu difficile. Donc en fait, notre rôle, nos actions, on essaie de les faire justement dans cette démarche de déstigmatisation. Donc d'aller vers vous, d'aller vers vos patients, afin de peut-être mieux s'apprivoiser, mieux se connaître et faciliter les échanges. Évidemment, depuis plusieurs années, vous l'avez compris, nous travaillons en coopération. Je vais laisser donc mesdames Deveau et Delague vous parler donc des Olympiades et de Rêve de gosse. Mais donc, depuis le temps, nous avons de belles relations maintenant pour mettre en place plus facilement des actions et certaines d'entre elles travaillent déjà dessus et donc on aura l'occasion de se revoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Donc tout d'abord, nous tenons à vous dire que Mme Sanchez, qui est la directrice référente du projet Empêcher s'excuse, et présente, votre respect qu'elle est présente avec une para-pensée. Alors, pour la slide précédente, voilà. Donc, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Mme Rinaldo, comme ça a déjà été dit précédemment par Mme Bradamantis notamment, nous sommes effectivement le sport et la santé dans une intégration au niveau de la stratégie nationale sport-santé. Et donc, toutes les actions qui sont menées dans le projet que nous allons vous expliquer s'inscrivent complètement dans la grande cause nationale de 2024, s'inscrivent aussi par rapport aux Jeux Olympiques, Paralympiques qui se sont déroulés cette année. Et puis, le Premier ministre, comme vous le savez, a aussi décrit sa volonté que la santé mentale soit la grande cause pour l'année 2025, avec des actions autour de la déstigmatisation, de l'amélioration de la prévention du repérage et le soutien à la recherche. Il y a aussi, pour décrire l'allée verte, parce que nous pouvons avoir allié les équipes mobiles ou autres,
Mais pour nous, l'Aller Vert, à travers la thématique que nous a demandé de présenter Madame Chigaille, c'est vraiment une innovation, un autre mode de prise en charge en allant vers d'autres pratiques, d'autres organisations, d'autres dispositifs de soins. Il y a eu une journée d'études en 2021 à travers un webinaire qui s'intitulait Aller Vert, principes, pratiques, enjeux cliniques et éthiques, et qui a décrit l'Aller Vert comme étant des pratiques, des dispositifs qui visent à engager une relation d'accompagnement de soins pour des personnes qui, pour diverses raisons, en sont éloignées et qui visent à soutenir l'inclusion sociale. À travers le projet Sport Santé, qui a débuté depuis décembre 2022, par justement le projet Rêve de Gosse, eh bien, il y a différents objectifs. Tout d'abord, promouvoir le sport et ses valeurs, comme médiateur du soin. Donc, les valeurs du soin comme étant le respect, le dépassement de soi, l'acceptation de la différence, la tolérance. Il y a aussi toute la notion de développer les soins hors des murs, de favoriser la pratique de l'activité physique. Comme le disait Madame Robert, il y a le sport, l'activité physique. Maintenir les jeunes usagers dans la vie de la cité, ça c'est vraiment une volonté qui est très importante à notre niveau, de maintenir les usagers dans leur environnement. Et tout ceci, toutes ces actions s'inscrivent dans le projet personnalisé de soins de l'usager et la culture du recueil du vécu, du ressenti du patient et de sa famille, de l'expérience patient. Donc ce prochain Rêve de Gosse, depuis décembre 2022, avait pour leitmotiv accepter les différences, favoriser l'inclusion. J'en profite pour faire un clin d'œil à Gabriel, secrétaire de direction, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour, qui a été à l'initiative de ce projet. On nous a mis en relation avec les Chevaliers du Ciel qui organisent donc les actions Rêve de Gosse à travers l'ensemble de la France et les départements d'outre-mer, régions d'outre-mer. Et donc ces rencontres qui se sont tenues à raison d'une fois par mois entre enfants ordinaires et extraordinaires, donc permettaient donc aux enfants de se rassembler les vendredis, fois par mois, comme je disais, pour des actions autour des Jeux olympiques et paralympiques. Ils ont eu à réaliser différentes productions autour justement des Jeux olympiques. Ça pouvait être des fresques, les anneaux olympiques ou autres. L'important, en tout cas, était de se faire se rencontrer. Les enfants venant d'établissements scolaires ordinaires, et d'enfants étant pris en charge en IME ou effectivement au sein de l'EPSL. Et donc, dans un objectif partagé entre l'éducation nationale et les autres établissements, d'inclusion et de déstigmatisation, parce que ces jeunes enfants sont les adultes de demain, et nous avons une volonté, non pas utopique, de construire un monde avec toutes ces valeurs pour les adultes et de mieux vivre ensemble. Alors, donc il s'agissait pour le PSL de 19 jeunes usagers avec des profils plutôt porteurs de troubles du spectre autistique et qui étaient pris en charge au CLP en adolescent des capacités à vélo, de Marie-Galante, l'hôpital de jour La Palmeraie et l'hôpital de jour du Gazon. Donc ces rencontres Rêve de Gosse se tenaient au collège Nestor de Carmalec. Il y a eu aussi, en termes de temps fort, des vols pour ces enfants participant donc, en ATR, en avion de tourisme, au niveau de l'aéroport du Rézé. Ça leur a permis de rencontrer des personnalités telles que Max Morinière, champion olympique que vous voyez sur l'image, ou encore Clémence Bottino, ancienne Miss Guadeloupe, Miss France. Ces jeunes ont participé aussi à des Olympiades. Nous avons réalisé un retour d'expérience de Rêve de Gosse avec les usagers, les familles, les professionnels, les partenaires, les membres de la direction étaient aussi présents. Et ça a permis donc d'avoir le recueil des familles, des usagers
Et c'était très positif parce que ça servait ensuite de matériaux pour les projets de soins et poursuivre les prises en charge. Et surtout, tous les retours extrêmement positifs ont permis aussi de booster les équipes pour se dire on continue dans toutes ces actions qui demandent, mais qui sont très enrichissantes dans l'alliance thérapeutique et dans le soin. Ces jeunes ont participé aussi à la Journée nationale du paralympisme, Journée sport handicap, sur les Olympiques paralympiques. Et puis la dernière action, c'était donc la plantation d'arbres sur un terrain au Lamentin avec Laura Flessel pour pouvoir permettre aux jeunes de planter un arbre symboliquement qui ensuite, vu du ciel, ça permettra de lire Guadeloupe terre de champions. Donc pour valoriser le sport et tous les champions sur notre territoire. Donc, la participation des jeunes aux Jeux Olympiques Paralympiques, c'était vraiment dans la continuité de ce projet Sport Santé. Et il s'agissait d'un séjour thérapeutique qui s'est déroulé donc, la première semaine du mois de septembre et qui s'inscrivait dans le programme Ma classe aux Jeux organisé par l'Éducation nationale. Il y avait eu toute une préparation en amont que le Dr Devaux vous présentera tout à l'heure. Et comme je disais, donc une alliance thérapeutique très forte. D'accord. Ce que je peux dire, donc, c'est qu'ils ont pu assister à 3 épreuves paralympiques, basket, fauteuil, parathlétisme, goalball, et visiter des sites culturels à Paris. Ça a permis donc de les évaluer dans un cadre différent parce que, comme je le disais, c'est du soin. Donc une prise en charge innovante hors des murs. Je passe la parole à Dr Devaux. Alors, on va passer tout de suite à l'évolution, puisqu'il s'agit de 5 jeunes, 5 usagers de l'UPSN, de 8 à 14 ans, qui ont participé donc à ce séjour thérapeutique. Le séjour thérapeutique, c'est un soin intensif, puisque c'est une hospitalisation à temps complet hors des murs. Et donc, on va vous présenter un petit peu un aperçu de ce que nous avons vécu, les usagers, nous, les soignants et les familles. Donc, 5 enfants, 8 professionnels, 2 IDE, une IDE, un agriculteur, 2 éducateurs spécialisés et les référents, donc un médecin, un cadre sup et un cadre de santé. Donc l'objet était de mettre ces enfants en situation réelle, après avoir parcouru toutes les étapes de rêve de gosse, les mettre dans, ce sont des autistes, les mettre dans un milieu vraiment inconnu et constituer, en tout cas pour l'équipe soignante, elle devait constituer un collectif soignant, sécurisant, à la fois souple et solide pour leur permettre de faire cette semaine du 2 au 9 septembre et participer aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques 2024. C'était un séjour thérapeutique extraordinaire pour nous, parce que vivre les Jeux Olympiques en direct, on n'y a pas cru. Quand la directrice a dit qu'on vous allez aux Jeux Olympiques, on n'y a pas cru. Mais vraiment, avec le concours de Mme Delague, Mme Sanchez et l'ensemble des soignants, pas seulement ceux qui participaient, mais ceux qui, des cadres et puis l'ensemble des soignants qui ont permis ce voyage, nous avons été dans un rêve, le stade de Saint-Genis, au stade de Bercy. Nous avons vécu vraiment des moments inoubliables et nous étions bien entendu avec les familles, et c'est les familles par téléphone, avec tout ce qu'on leur envoyait comme images, qui ont décrit cela comme merveilleux, fabuleux. Ce sont leurs mots à eux.
Et donc, nous avions bien entendu ces rencontres le soir où nous pouvions échanger vers les temps de reprise, où nous devions examiner notre posture de soignant, la rectifier, revoir un petit peu des objectifs, puisque nous avions des objectifs. Donc c'était quelque chose qui était vraiment travaillé, qui était vraiment facilité, la CBACI, mais vraiment extraordinaire. Facilité par le fait qu'on ait tout préparé à l'avance. Madame Delague avait millimétré les choses, nous avions vérifié les choses, nous avions parlé de ces choses-là pour mettre vraiment les enfants en confiance. Nous étions en jaune, c'est la couleur qu'ils avaient, qu'ils connaissaient et qui a permis, eux, de les mettre en condition. Alors, tout ce qu'on a eu comme crève des parents, il faut savoir que du 2 septembre au 9 septembre, les parents ont eu les enfants pendant 1 mois. Pendant 1 mois, ça a été difficile. Et nous, on craignait, même les soignants, on s'est attelé au protocole médicamenteux, les protocoles de crise d'agitation, parce que c'est ce que les parents nous ont envoyé. Et alors, on était bien étonnés de voir qu'on n'y a pas touché, aux médicaments, on n'y a pas touché. Il y a eu des crises, c'est vrai, mais on a eu des soignants qui étaient vraiment pertinents dans leur approche thérapeutique et qui a permis que ce séjour soit un succès. Et le retour que nous avons fait aux parents par la suite l'a montré. Et les bénéfices que nous avons eus se poursuivent maintenant après. Et nous espérons véritablement, je regarde la directrice. Il y a plusieurs films. Aller à Los Angeles. Merci pour l'information. Alors, quand on voyait les difficultés d'adaptation des personnes atteintes d'autisme, c'est un sacré défi que vous avez relevé et réussi. Donc, pas plus qu'une ou deux questions, malheureusement, parce que je cours après le temps, c'est désolant. Mais voilà, notre communication.